Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est la nouvelle saison, on redémarre donc cette nouvelle saison et comme à chaque fois, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Comme conduit, l'été a été quand même assez chahuté, plutôt Mm. quand même positif sur les marchés, mais c'est surtout les taux d'intérêt des obligations d'État qui ont fait bouger. Ça sera, je pense, l'événement de cet été 2026. On va d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Et donc, pour bien commencer justement la rentrée, on va vous parler donc des taux d'intérêt en France, avec donc un krach obligataire qui devient inquiétant, des taux d'intérêt sont sur des plus hauts depuis l'automne 2008. Ce sera la première partie. Deuxième partie, il y a également les dangers sur la dette publique américaine qui a dépassé les 40 000 milliards de dollars, et puis également le Japon, taux d'intérêt japonais qui également ont fortement augmenté ces dernières semaines. Ça se calme un peu là depuis quelques jours, quelques heures, va-t-on dire, mais attention, le volcan est toujours bouillonnant, donc il faut être très prudent. Et puis ensuite, on continuera donc plus avec Antoine sur les résultats trimestriels du CAC 40, et puis semestriels du CAC 40. Et puis parallèlement, on terminera avec à la fois donc, Nvidia qui vient de sortir ses résultats, et puis également le Bitcoin, donc voilà, qui reprend un peu de couleur. Voilà le programme donc, pour cette rentrée, pour une rentrée chargée, mais évidemment, nous sommes là pour vous aider à voir plus clair. Oui, en effet, donc retrait très chargé. Et donc on va démarrer justement avec justement la France. Et on le voit d'ailleurs, c'est pas que la France qui subit une hausse de taux d'intérêt, mais on a quand même des niveaux qui reviennent justement depuis 2008. Voilà, tout à fait. Ce que je vous ai montré sur ces graphiques-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même trois grands dangers, on va dire, la France, États-Unis, Japon. Alors la France, évidemment, toute la zone euro, les taux d'intérêt augmentent, mais là où ça augmente le plus, c'est malheureusement en France, parce qu'en plus, évidemment, il y a le dérapage des comptes publics, il y a également le débat budgétaire sur le budget 2027, et on sait déjà qu'il n'y aura pas de budget, donc évidemment, ça inquiète un petit peu les investisseurs. Alors c'est encore la torpeur de l'été, va-t-on dire, mais je pense que dès la semaine prochaine, ça va encore aller plus loin. Donc on voit ici le taux d'intérêt donc, à 10 ans, donc l'OAT 10 ans, on atteint 4,134%. Vous voyez, c'est un plus haut depuis le 5 novembre 2008. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une vraie tension, si vous voulez. Alors je vous ai fait sur le graphique suivant, si on peut le passer un petit zoom, Mm. où justement là on voit bien, en fait c'est vrai que ça fait déjà longtemps que ça augmente, depuis 2022, mais néanmoins depuis 2024 ça devient très dangereux. C'est-à-dire qu'on se rapproche des 4%, et c'est vrai qu'ici même, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais annoncé qu'on allait atteindre les 4%, ou même dans d'autres, sur des chaînes, voilà, info ou autres, et on me riait au nez, on me dit, mais non, 4%, c'est pas possible, etc. On est à 4,1%. Donc on voit bien cette tension. Il y a eu bien sûr la dissolution en 2024 qui a quand même, ça a commencé à générer cette inquiétude, puis ça continue depuis. Alors par moments, il y a des petites accalmies, mais on voit bien que là, malheureusement, ça dérape. Et encore, ça pourrait déraper davantage, puisque pour l'instant, la note de la France n'a pas vraiment été dégradée. Alors il y a Fitch qui se réunit donc ce vendredi, là, le 28. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Mais bon, globalement, on mérite une note bien inférieure à ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est là où ça va déraper, parce que justement, j'ai fait le calcul, le déficit public français depuis 2017, il est à 5,1% du PIB. Donc de façon continue, c'est la plus mauvaise performance de la zone euro. Vous vous rendez compte, donc c'est vraiment en train de déraper. Et là, on voit qu'en plus, on a ce budget 2027 qui, évidemment, n'est pas prêt. Et puis on ne sait même pas s'il va passer parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc on voit le débat. Il y a même un des candidats qui a proposé de supprimer une partie de la dette. Enfin bon, voilà, j'ai envie de dire, le Ouais. débat devient complètement fou, devient On va pas complètement le nommer, absurde. mais on sait très bien On va qui pas le c'est. nommer, voilà, vous avez compris. Mais ce qui est pire, c'est que certaines Mm. personnes, on dit oui, oui, c'est possible. Oui, tout Oui, est possible, évidemment. oui, bien Après, sûr. quelles sont les conséquences qu'il y aurait derrière, bien entendu, puisque ça veut dire que déjà, sans faire ça, on a taux d'intérêt qui sont parmi les plus élevés d'Europe, c'est en France. Évidemment, ça ira bien plus grave si jamais on prend une telle mesure. Donc voilà, je vous ai mis ensuite sur les graphiques suivants ce qu'on appelle les spreads de taux, les écarts de taux. Donc là, on voit qu'avec l'Allemagne, ouais, on a retouché les 87 points de base. Pour ceux qu'on avait touché 88 points de base, donc en Mm. décembre 2024. Donc là, tu vois bien sur les graphiques, c'est un peu depuis juillet 2012. Mm. Et là, c'est l'écart de taux avec l'Allemagne. Donc il y a bien une défiance sur la France, sachant que justement, on a cette inquiétude globale et que l'Allemagne est toujours évidemment triple A. Donc ça ne rassure pas, évidemment. Alors, autre graphique, si on se compare, donc j'ai mis quelques graphiques pour les autres pays. Voilà, le Portugal, voilà, on a des écarts de taux de 52 points de base, tu vois. Donc
là aussi, ça fait désordre. Tu vois, quand on voit par exemple en 2011-2012, là c'était l'inverse. Le Portugal faisait peur, c'était le pays du Club Med, etc. Là, on voit que grâce justement aux efforts faits au Portugal, en termes de baisse des impôts, baisse des dépenses publiques, donc ils ont même des excédents publics. Voilà, ça marche. Ça permet de rassurer les investisseurs. Alors encore pire, graphique suivant, sur la Grèce. Donc là, ça fait vraiment de la peine, parce que 20 points de base d'écart, hein. Tu te rends compte, 20 points de base d'écart de plus donc pour le taux français par rapport à la Mm. Grèce. C'est-à-dire que les investisseurs sont très clairs, il n'y a pas d'équivoque. Ils font plus confiance en la Grèce pour réduire leur déficit et leur dette qu'en la France. Et ils ont raison, parce que justement, les Grecs ont fait des efforts et ça marche là aussi. Alors, autre graphique avec l'Italie, parce que c'est vrai que l'Italie, bon, voilà, on se dit, bon, ils ont beaucoup de difficultés, la dette publique est toujours très élevée, etc., même s'ils ont fait des efforts. Mais là aussi, le spread de taux est repassé donc au-dessus pour la France par rapport à l'Italie. Donc voilà, ça montre bien cette défiance. Alors, je fais un petit tableau pour simplifier, pour synthétiser, voilà, voir ces écarts de taux, hein, donc avec tous les taux, vous voyez, la France, elle est numéro 1, hein, donc c'était au 25 août. Hein. Là, évidemment, ça a un petit peu baissé depuis quelques jours, ça remonte à ce matin, mais néanmoins, il y a toujours ce spread, les spreads sont à peu près équivalents, et donc voilà, on est sur des niveaux quand même très très élevés, tu vois, 87 points de base avec l'Allemagne, c'est quand Mm. même mal, bon, la Grèce, même la Belgique, tu vois, 30 points de base, etc. Donc bon, Chypre et autres, Malte, bon, voilà, bon. Donc, comme je dis souvent, ce n'est pas sérieux. Donc voilà aujourd'hui la tempête qui est en train de sévir malheureusement en France. Et puis, il y a aussi les Alors obligations voilà, je vous ai d'État à 30 également ans. mis le 30 ans. Là, c'est encore pire parce qu'on est sur des plus hauts depuis septembre 2008. On a touché les 4,92 quand même sur le taux 30 ans, Mm. qui est un indicateur avancé normalement du taux 10 ans. Donc tu vois là aussi, tu vois ce dérapage qui est quand Mm. même dramatique. Et donc ça montre bien la défiance, encore une fois, des marchés, des investisseurs. Et je vous rappelle que 57,5% de notre dette est détenue par des étrangers. Et que la Ouais. Banque de France, hein, je l'évoquais avant les vacances, a sorti une étude dans laquelle elle dit qu'elle s'inquiète du poids de plus en plus important des hedge funds dans Mm. la détention de la dette publique française. Mm. Donc, les hedge funds, comme vous le savez, c'est des fonds spéculatifs. Donc, c'est-à-dire, si on a besoin d'eux, parce qu'on dit oui, mais la dette publique française, ça va, elle est sursouscrite, etc. OK. Si c'est des hedge funds qui achètent, c'est pas des très bonnes souscriptions. Tu vois, ils peuvent partir comme ils Bien sont sûr. venus. Donc, ça peut évidemment être très dangereux. Donc, voilà pourquoi je pense que les taux d'intérêt vont malheureusement continuer Et, d'augmenter en France. et en plus, c'est vrai on s'approche d'années qui sont vraiment dans notre esprit des années sombres, hein, parce que 2008, faut pas oublier que c'était la crise de Lehman Brothers Oui, et le grand crack et la grosse crise financière, hein, qu'on a connue. Donc, espérons c'est que. Non, mais Voilà. c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils ont la même mentalité sur la dette publique Hmm. française que lors de la crise des subprimes, où Voilà. justement, ben, voilà, ça a généré ensuite un effondrement de la croissance, une flambée des dettes. Donc, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est pire aujourd'hui qu'en 2008, puisque en 2008, il y avait une dette publique qui était encore gérable, hein, tu vois, c'était autour des 65-67% du PIB, ça allait encore, on a pu relancer la machine. Là, on est à 120% de dette publique. Ouais, c'est ça, on peut pas relancer. Tu peux pas, tu peux pas. Hmm. Et alors justement, je vous ai fait un petit calcul simple, hein. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la maturité moyenne, hein, ou la duration de la dette publique française, c'est 8 ans et demi. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, on remplace une dette qui a 8 ans et demi. Alors, parce qu'il y a tout type de dette, évidemment, toutes les échéances, mais en moyenne, c'est 8 ans et demi. Donc, en moyenne, ça veut dire qu'on va remplacer une dette qui est à 1% de taux d'intérêt par une dette qui est à 4,1% de taux d'intérêt. Hmm. T'imagines la charge d'intérêt de la dette qui va évidemment augmenter. Donc, la Cour des comptes a annoncé 77 milliards d'euros juste de charge d'intérêt de la dette pour cette année. Donc voilà, c'est le dérapage complet, évidemment, et voilà, c'est devenu incontrôlable. Ouais. Alors, on va poursuivre ce podcast avec la deuxième partie, et notamment, justement, on va passer du côté États-Unis et Japon sur le même thème, sur la crise obligataire qu'il y a actuellement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, les taux d'intérêt augmentent, les taux d'intérêt des obligations d'État, notamment aux États-Unis, mais moins qu'en France. Alors voilà, Hmm. qu'est-ce qui a fait peur un petit peu au marché ces derniers jours, on va dire notamment la semaine dernière, c'est qu'on a eu une dette publique américaine qui a sailli. Vous savez qu'il y a un compteur seconde par seconde de la dette publique Ouais. américaine. On a dépassé les 40 000 milliards de dollars. Tu vois, 40 068 Hmm. précisément, ça veut dire 122,7% du PIB. Donc évidemment, tout le monde dit, oh là là, en 5 mois, ça a augmenté de 1000 milliards de dollars. Hmm. La charge d'intérêt de la dette, c'est 1100 milliards de dollars. Tu vois, c'est quand même pas rien. C'est plus de 3% du PIB américain. Et cette année, il devrait avoir un déficit public de l'ordre de 6,5%. Donc on se dit ce que ça peut tenir. Et finalement, ça tient. On va sur le graphique suivant, où justement, les taux d'intérêt effectivement ont augmenté. Mais tu vois, là, on était tout à l'heure à 4,6%. Bon, on est monté à Hmm. 4,7%. Tu vois, c'est un plus haut depuis janvier 2025. Donc nous, en France, on est sur un plus haut depuis, on l'a vu tout à l'heure, 2008. Les Américains, c'est un plus haut depuis 2025. Donc
Mm. Ça veut dire On, qu'il n'y a pas de panique. on voit que Il n'y les a aucun courbes sont panique. assez similaires quand même sur les Voilà, États-Unis. exactement. Ça, Ça se suit, mais tu vois que mm. là aussi, l'écart de taux se réduit quand même, Oui, hein. tout à fait. Donc, Mm. il y a bien un mouvement, il y a bien une inquiétude française supplémentaire, supérieure par rapport à l'inquiétude autour des États-Unis. Alors pourquoi les Américains, ça panique pas complètement? Voilà, c'est pas compliqué. C'est que eux, ils savent quand même, malgré tout, ils ont réduit leur déficit. Nous, ils continuent d'augmenter. Alors qu'eux, ils ont réduit leur déficit. Ils savent même faire des excédents. Et si je vous l'ai montré pendant la bulle Internet, hein, entre guillemets, il y avait une croissance Mm. forte. Les Américains ont même fait des excédents. Alors que nous, à l'époque, en France, on parlait de la cagnotte pour pouvoir la différence d'état d'esprit. Donc tu vois qu'il y a quand même une belle réduction de déficit malgré tout. Même sur la dette publique, hein, sur le graphique suivant, tu vois que la dette publique, bon, c'est vrai qu'elle est à 122%, mais ça augmente pas. Tu vois, nous, ce qui Mm. inquiète en France, c'est que ça devient exponentiel, ça augmente beaucoup plus. Et puis surtout, la grande différence, en fait, je fais un petit slide sur ça, c'est qu'aux États-Unis, ben, ils ont le dollar. Donc Mm. ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a une demande mondiale de dollars. C'est-à-dire que 62 à 65% des réserves de change dans le monde sont en dollars, contre 20% pour l'euro. 50% des transactions dans le monde sont en dollars. Donc ça veut dire que, alors que le commerce américain, c'est que 11% du commerce mondial, ce qui veut dire que les deux tiers du commerce en dollars ne sont pas américains. Donc ce qui veut Mm. dire que tu as une demande mondiale de dollars. Et alors, malgré l'augmentation de la dette, j'ai gardé, parce que là aussi, c'est très transparent aux États-Unis. On nous dit qui détient la dette publique française, américaine, etc. Ce qu'on n'a pas Oui, vraiment en France, malheureusement. Et tu vois, les derniers 23%. chiffres, Mm. 23% de la dette est détenue par des étrangers aux Mm. États-Unis. Mm. Tu vois, parce que souvent on dit, oh là, si les Japonais ou les Chinois vendent Oui. la dette publique américaine, tout va s'effondrer. Ben non, parce que c'est que même, tu prends tout le monde compris, c'est que 23%. Tu vois, les Chinois, les Japonais, c'est que 3% de la dette publique américaine. Les Chinois, c'est 7%. Donc c'est beaucoup, mais c'est Mm. pas non plus, tu vois, c'est Oui. pas la fin du monde. Alors que nous, 57,5% de notre dette est détenue par des investisseurs étrangers. Donc ils peuvent partir du jour au lendemain. Donc c'est bien pire, évidemment, qu'aux États-Unis. Et puis surtout, c'est la clé de la dette, si tu veux. La dette, si elle génère de la croissance, c'est pas grave. Donc c'est ça la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, et notamment la France. C'est qu'aux États-Unis, cette dette, elle génère de l'investissement, elle génère de la croissance. Regarde ce chiffre incroyable, hein, depuis 1995, le PIB américain, hors inflation, a augmenté de 114%. Ça, c'est pas mal. Oui. Alors que chez nous, il a augmenté de voilà, 57% dans la zone euro, 59% en France. Tu vois, c'est quasiment du simple au double. Tu Mm. vois. Donc c'est ça la différence. Si la dette publique gère de la croissance, ça passe. Mais nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi on a cette grande différence. Alors bon, j'ai fait quelques graphiques également sur le Japon très rapidement pour terminer. Là aussi, ça fait froid dans le dos, si tu veux. Tu vois, on a une Oui. dette publique. Le taux d'intérêt, taux 10 ans japonais est quand même monté Ah, à 2,94%. ouais, là, la courbe est vraiment La en, courbe, en parabole, elle est là. vertigineuse, tu vois, et Mm. puis ça n'arrête pas de monter, tu vois. Ouais, ouais, Donc c'est un peu depuis le 16 septembre 1996. Tu vois, moi, je commençais ma carrière à l'époque, tu vois, mm. d'économiste, entre guillemets, et c'est vrai que je me rappellerai toujours, certains disaient, parce que le Japon avait bien souffert, tu vois, en 94-95, et donc tout le monde a dit, non, c'est bon, le Japon, maintenant, ça va redémarrer. Tu vois, c'était le Mm. consensus de l'époque, et moi, je regardais ça, j'étais jeune économiste, je disais, ah ouais, purée, et puis, je me rappelle, il y avait quelqu'un qu'on présentait comme le Mozart de la finance. C'était Oui, pas Macron, je te c'est pas rassure, Macron. parce il était tout petit à l'époque, mais c'est quelqu'un d'autre. Et Oui. donc, moi, j'étais jeune économiste, donc je regardais, j'ai peut-être. Ce qu'il disait, oui, le Japon va redémarrer très fortement. C'est complètement planté, tu vois. Donc, bon, voilà. Et toujours est-il qu'on a aujourd'hui ces taux d'intérêt qui augmentent depuis 87. Donc, quand même, Ouais. ça génère évidemment une inquiétude. Pourquoi? Parce que ce qu'on montre sur le graphique suivant, c'est que à chaque fois qu'on a une augmentation des taux d'intérêt, que ce soit de la Banque du Japon ou des taux, disons, japonais, il y a une crise qui suit. Tu vois, Mm. genre, que c'est un hasard ou une coïncidence, je ne sais pas, mais tu vois, en 90-91, ils ont monté les taux d'intérêt, bam, en 89, donc 90-91 Mm. récession. Pareil pour la récession de 2000-2001, pareil en 2008, et là, Là, hausse des taux même d'intérêt. on monte Eh, encore, voilà. les taux montent encore plus fort qu'en 2000 et Exactement. 2008. Mm. Donc attention, et on le voit, la crise est là, la crise obligataire. Alors on dit oui, mais ça va, les marchés boursiers résistent bien, c'est vrai, mais la crise obligataire, elle est bien là. Et Mm. donc voilà, ça dure parce que voilà, on a encore Et, beaucoup de planches à billets, etc. Et donc le Japon, on voit le yen qui est et d'ailleurs, également qui a fortement baissé. pardon, c'est assez contre-intuitif que le yen n'arrive pas justement à s'apprécier contre le dollar, parce que normalement, Non, justement, c'est-à-dire on que regarde, les oui, Japonais ont besoin d'un yen oui, faible pour oui, soutenir leurs exportations. Tu vois mais que par quand, exemple au Japon, ils avaient des excédents commerciaux, tu vois, pharaoniques. Maintenant, ils n'arrivent plus. Ils ont des justement, déficits. Donc, oui. ils ont besoin d'un yen Ils ont faible. C'est besoin, ça qu'il mais faut. là, comme les taux montent, normalement, le yen devrait Oui, s'apprécier, oui, normalement. alors c'est Mais, vrai, mais mm, l'impact croissant, si tu veux, oui, joue davantage que l'écart de taux d'intérêt. Et parallèlement, c'est ça la bonne nouvelle aussi quand même pour les Japonais. Moi, je crois que j'ai mis un graphique suivant. Oui, voilà, c'est que voilà, Gary il y a Trent, quand même une croissance qui redémarre. Oui, c'est ça c'est là. l'important au Japon, mais
Surtout, c'est la fin du carry trade. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, carry trade, c'était quoi? C'est que les Japonais, comme les taux d'intérêt étaient à zéro, ils s'endettaient à zéro, et ensuite, ils investissaient un peu partout dans le monde avec des taux d'intérêt bien supérieurs. Tu vois, et comme Mm. le yen ne baissait pas trop, ça allait encore. Là, ça est fini tout ça. Donc, parce que comme les taux d'intérêt japonais montent, ben, Mm. évidemment, les Japonais, ils n'ont pas intérêt à aller voir ailleurs. Donc, ils Tout restent à chez fait. eux. Tu Tout vois. à fait. Donc, c'est ce qui fait que voilà, le château de cartes peut s'écrouler, parce qu'il y aura moins de flux japonais qui vont acheter, évidemment, notre dette publique. Pareil sur les pays du Golfe, qui achètent beaucoup de dettes publiques françaises, notamment. Ben, là, ils pensent à reconstruire. Et donc, ils ont moins d'argent pour investir chez nous. Donc, voilà. Tu vois, c'est ce qui fait que on est quand même sur, je pense, un scénario de crise obligataire assez net. Mm. Et notamment, je pense que le paroxysme, ça sera la France. C'est la France qui Mm. va aujourd'hui, je pense, souffrir davantage sur les taux d'intérêt. Et notamment avec le débat autour du budget, ça va évidemment être une catastrophe. Bon, bah écoute, ça me fait une transition pour la troisième partie, hein, puisque Voilà. effectivement, les résultats du CAC 40. Alors bon, là, on va parler du CAC 40. Donc effectivement, comme on le dit souvent, ça ne représente pas forcément l'économie française, puisque 80% du chiffre d'affaires des boîtes du CAC sont faits à l'étranger. Mais on peut quand même noter que ben, les résultats ont été satisfaisants dans l'ensemble. Alors les points clés, donc on a eu plutôt des bonnes surprises dans l'ensemble, malgré des tensions au Moyen-Orient, effectivement, l'incertitude sur l'inflation, prudence des banques centrales. Eh bien, on a eu plutôt une confiance assez inhabituelle, puisque près d'un tiers des groupes du CAC ont communiqué des objectifs annuels et ont relevé leurs prévisions. Alors, dans le détail, on a Schneider Electric et Legrand qui ressortent grands gagnants puisqu'ils profitent de l'essor des data centers. En fait, ce sont des sociétés qui profitent finalement de l'essor de l'IA, notamment dans les infrastructures, avec l'électrification et la hausse des besoins en équipement électrique. Alors, Legrand, on a désormais anticipe une hausse d'entre 8 et 10% de sa croissance organique. Schneider Electric entre 10 et 13%. Et on a aussi Capgemini qui bénéficie de l'intérêt de l'IA agentique, mais qui reste plus dépendant des cycles de dépenses informatiques. Ensuite, on a l'aéronautique qui accélère aussi. On l'a vu avec Airbus, qui a eu une croissance de 12% de son chiffre d'affaires et des signaux encourageants pour le deuxième semestre. Et surtout Safran. Safran, c'est une des très très belles sociétés françaises qui est au plus haut historique encore en bourse et qui bénéficie de la forte demande pour ses moteurs et notamment les services de maintenance avec un trafic aérien pardon, qui continue de progresser malgré les tensions au Moyen-Orient. Donc Airbus, Safran aussi grand gagnant de ces résultats. En revanche, évidemment, il n'y a pas que les résultats qui comptent, c'est les attentes. Et on l'a vu, alors pour des sociétés comme Schneider Electric, Kering, Saint-Gobain, Bouygues ou Bureau Veritas, on a eu des publications meilleures que prévues, donc des titres qui ont augmenté. En revanche, Hermès, par exemple, eh bien, malgré des résultats solides, eh bien, sa valorisation excessive et son manque de visibilité, eh bien, on a eu un titre qui a perdu plus de 10%, et Sanofi aussi qui a perdu plus de 10% le jour de sa publication. Voilà. Stellantis aussi qui est vraiment dans le dur, qui est la plus forte baisse du CAC 40, notamment dû à la concurrence chinoise. Et voilà, on en a déjà parlé. Ce qu'on peut retenir de ces résultats, c'est que justement, on a eu donc des sociétés qui ont relevé leurs prévisions pour le second semestre. Un CAC 40 qui a fait un plus haut historique, qui a fait des records durant l'été à dépassant les 8700 points. Alors là, on est revenu au mois d'août, justement avec les tensions obligataires dont tu parlais. Eh bien, les investisseurs ont commencé à se délaisser un petit peu des sociétés françaises. On est revenu au-dessous des 8400 points. Mais comme je le disais, un tiers des objectifs relevés. Voilà. Ah, Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, mais bon, il faut toujours rappeler qu'on a cet écart, hein. Et donc, même si ça monte sur le CAC 40, voilà, on est quand même les bourses les moins performantes, on va dire, des grands marchés boursiers oui, occidentaux. Donc, ça reste quand même très mais décevant. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque France, hein. Dans les choix des investisseurs, ils savent que 80% des profits du CAC 40 sont faits à l'étranger. Donc, c'est vrai que la France ne compte pas tellement, mais néanmoins, s'il y avait cette hausse des taux d'intérêt et qu'il y a vraiment une crise française, parce que là, quand même, bon, on voit ce qui se dessine pour les présidentielles. Alors, j'espère qu'on va parler davantage d'économie. Je vais tout faire pour, en tout cas. hmm, Euh, mais c'est vrai que, on verra, j'en parlerai bientôt, mais c'est vrai que, bon, si on voit que la dette publique continue de déraper,
Bon, ben, pour l'instant, on annonce quelqu'un, un candidat du deuxième tour, qui dit qu'il faut supprimer une partie de la dette, Oui, tu vois, donc oui, bien c'est pour sûr. tout dire. Mais après, il Et y a bon, certaines sociétés qui sont un petit peu immunisées, oui, 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 pour qui l'instant, mais voilà, simplement, si c'est vrai que tu as un mouvement de défiance sur la bien France, sûr. le CAC 40, Mais il en pâtit déjà, tu vois. Donc, oui, ça veut dire qu'on peut avoir un marché euh, boursier américain qui se porte bien, comme ce qu'on a vu hmm. dernièrement, et un marché français qui souffre. Voilà, tout Oui, simplement. oui, mais après au mois de juillet, on a fait quand même de nouveaux records historiques, ce qui montre que quand même le marché français n'a pas totalement délaissé. Et effectivement, après, si la baisse vient des États-Unis, on va suivre directement. Ça, tout est corrélé. Donc, alors, pour terminer, Nvidia et Bitcoin. Alors, Nvidia, alors bon, c'est vraiment extraordinaire ces résultats, hein. C'est vraiment incroyable, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui double, hein, justement, qui double sur un an, plus 106%, 96 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre. Donc on voit que la demande est toujours très très forte sur les puces, hein, 2 millions de puces Nvidia en prévision, et on anticipe encore une hausse de 89% du chiffre d'affaires sur le trimestre en cours. Enfin, c'est tout simplement hallucinant. Et d'ailleurs, on voit que le titre pro. Alors, c'était les résultats ont été dévoilés hier. Donc là, on enregistre, hein, le jeudi 27 août. Donc c'était mercredi 26 août, après clôture aux États-Unis. Et le titre en avant-marché est en hausse de 7,5% quand même, hein. Donc vraiment des résultats salués. Donc on a 63 milliards de bénéfices opérationnels juste sur un trimestre. Donc la concurrence d'AMD, numéro 2 mondial du secteur, est vraiment très 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 reléguée au second plan. Et en revanche, alors la marge brute qui baisse de 1 point, donc c'est pas très grave, entre guillemets, puisqu'on est toujours à une marge de 74% marge brute. En cause, alors l'inflation sur les puces mémoire, on l'a vu, les puces mémoire, donc c'est Samsung, Micron Technology, on voit que la hausse de ces composants, eh bien, fait que, eh bien, il y a moins de marge pour Nvidia. En revanche, le groupe continue à augmenter ses prix et gagne des parts de marché. Donc, rien à signaler sur Nvidia, enfin, rien à dire de négatif. Et pour terminer, le Bitcoin, donc un rallye spectaculaire la semaine dernière, puisqu'on est passé de 65 000 à 78 000 en 3 séances. La capitalisation crypto a gagné 280 milliards en 24 heures. Et en fait, c'est dû à l'annonce de Bessent, en fait, Bessent qui a annoncé, tu as dû voir, Marc, donc augmenter les rachats d'obligations à maturité longue de 2 à 4 milliards par opération. Et donc, ça, toutes les actifs à risque, enfin les actifs qui ne produisent pas d'intérêt comme l'or ou le Bitcoin, eh bien, ont progressé. Voilà, avec une dette américaine, comme tu le disais, à 40 000 milliards. L'or aussi, l'or et le Bitcoin profitent, hein, des dépréciations monétaires, évidemment. Et il y a eu un effet de rachat de short, hein, ça s'appelle le short squeeze, où en fait tous les shorts se sont rachetés de manière précipitée, et ce qui a permis donc au Bitcoin de progresser. Et on a eu aussi les ETF Bitcoin qui ont attiré 1,6 milliard de dollars sur la semaine. Donc c'est peut-être le signal haussier qu'on attendait depuis plusieurs mois sur le Bitcoin. Il va falloir dépasser les 83 000 dollars, hein, c'est le niveau de résistance à dépasser pour essayer d'envisager un retour à 100 000 dollars, évidemment. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'était plutôt la bonne nouvelle aussi du mois d'août sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà. Effectivement, si on revient sur Nvidia, c'est incroyable. Bon, Hmm. les bitcoins crypto-monnaies, c'est très très volatile, donc on voit bien, Oui. c'est imprévisible, quoi. C'est-à-dire que tu vois ces chiffres, donc ceux qui s'amusent à faire des prévisions sur les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais bon, Hmm. si ça leur paye, il faut qu'ils continuent, bien entendu. Mais c'est vrai que voilà, sur Nvidia, c'est quand même, on voit bien il y a un changement de paradigme au niveau mondial, quoi. Hmm. Et c'est quand même triste aussi pour nous de se dire, ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu une entreprise comme ça, technologique, Ah, c'est sûr. européenne, qui Hmm. donne le là, quoi, tu vois. Donc, il y Hmm. a, il y a eu des entreprises américaines depuis Hmm. 25 ans, 30 ans. Hmm. C'est triste pour l'Europe. Enfin, ça montre quand même la claque qu'on est en train de prendre et si tu veux, le repli.
Et d'ailleurs, bon, juste pour terminer, si on voit le comparatif, tout à l'heure, je parlais de la comparatif de croissance, les chiffres des directeurs d'achat qui montrent qu'aux Mm. États-Unis, c'est une croissance forte, malgré tous les dangers que tu as évoqués, qu'on a évoqués tout à l'heure. Croissance forte. Donc chez nous, bon, alors en France, c'est la récession. Dans la zone euro, ça va un peu mieux, mais c'est quand même très, très mou. Donc voilà, voilà, c'est quand même un grand échec, malheureusement, il faut le dire, hein, de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis. Donc voilà, espérons qu'un jour ça Et changera. en fait, c'est depuis l'arrivée d'Internet, hein, finalement, depuis l'arrivée d'Internet, dans Oui, fin des surtout qu'en 90, fait, on voilà, n'a mais là, pas on voit réussi bien à prendre le tu vois, pli. toute, Mm. la stratégie autour de la dette. Si tu as de la dette, mais que ça fait de la croissance, que ça fait des entreprises comme Ouais, Nvidia, mais comme voilà, tout ça, etc., des profits, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des inégalités, mais en France, les inégalités aussi augmentent. Donc, tu vois, on est même plus protégé. Donc, voilà, mm. donc, Bon, encore bravo heureusement Nvidia, quoi. pour les investisseurs Itoro, c'est qu'ils peuvent acheter des entreprises américaines. Et ça, Ah, bien sûr, bien tant sûr. mieux Bah, pour eux. c'est ça le but du jeu, bien entendu. Donc, bravo quand même à Nvidia, parce que c'est quand même des résultats assez incroyables. Donc voilà, on se dit à chaque fois, ça va peut-être s'arrêter, finalement, ça ne s'arrête pas. Donc bon, ça arrivera un jour, mais bon, pour l'instant, c'est que ça continue. Donc voilà. Donc, voilà, et ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles, on en a besoin aussi. Tout à fait. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci, merci Marc. Merci à toi, Et merci à vous, merci bonne continuation, et voilà, on d'avoir reste avec vous. suivi. Bonne rentrée à tous. Et puis voilà, plein de bonnes nouvelles, j'espère, d'un point de vue personnel, parce que d'un point de vue français, ça va être compliqué. Ouais. À On vous dit à dans bientôt. 2 semaines. Salut. Bye bye, ciao. Mais Amérique.